Voilà, donc bienvenue à tous. Donc, nous allons commencer cette présentation. Voilà, est-ce que vous avez donc tous la première page? Oui, c'est bon. D'accord. Donc voilà, nous avons euh, décidé de vous proposer ce webinaire avec donc l'Agence régionale pour la biodiversité, l'Agence régionale de la biodiversité, la région Centre et l'Office français de la biodiversité de manière à vous présenter de façon conjointe les dispositifs en faveur de la biodiversité, qu'il s'agisse donc des atlas de biodiversité communale, donc appelés aussi ABC, des inventaires de biodiversité communale, les IBC, et de territoires engagés pour la nature, donc TEN, qui est également articulé à ces atlas et inventaires. Alors, quelques consignes avant de commencer. Nous sommes voilà, une trentaine de participants. Euh, Merci de veiller à couper vos micros et caméras pendant toute la partie présentation, sachant que nous aurons un temps de questions-réponses donc en fin de webinaire. Et pour vos questions, donc vous pouvez les noter au fur et à mesure dans le chat, de manière à ne pas les oublier et à ce qu'on puisse voilà, faire un tri, peut-être répondre au fur et à mesure de certaines questions simples, et surtout pouvoir prendre le temps donc en deuxième partie de répondre à vos questions. On garde une petite demi-heure voilà, de questions-réponses. Alors le webinaire donc, est enregistré, il sera disponible ainsi que la présentation sur le portail de la biodiversité régionale, à la page consacrée aux ABC, hein, logiquement, donc la présentation et l'enregistrement. Voilà, et puis donc voilà, merci d'indiquer votre structure, votre nom dans l'intitulé donc de votre profil, et puis vous pourrez bien sûr rallumer micro et caméra donc dans la deuxième partie question. Donc le programme de ce petit webinaire. Donc, d'abord des présentations un peu générales pour replacer les définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un atlas de biodiversité communale, historique un peu, d'où ça sort. Les IBC, pareil, voilà, quel est le contexte, comment ça a été mis en place, ainsi que le financement pour ces dispositifs. Ensuite, le dispositif territoire engagé pour la nature, comment ça fonctionne, à quoi ça sert et comment ça s'articule surtout aussi avec les ABC et les IBC portés par trois acteurs différents, hein, donc, comme vous le constatez. Et ensuite, donc à peu près une demi-heure de présentation générale. Et ensuite, nous aurons la chance de pouvoir écouter Philippe Deniou, donc, qui est vice-président de la communauté de communes du Val d'Amboise, et Thomas Boucard, qui est donc chargé de mission pour cette communauté de communes, et qui nous feront part de leur expérience donc de mise en place d'un ABC sur 14 communes sur cette communauté de communes. Donc voilà, un retour d'expérience de leur part, voilà, sur à peu près une demi-heure, et puis ensuite une demi-heure de questions-réponses. Voilà pour le programme. Et donc, c'est parti sur très rapidement l'historique des ABC. Ça a démarré dans les années 90, au départ dans des parcs naturels régionaux, donc, voilà, des territoires un petit peu privilégiés quand même. Euh, Ça a été ensuite repris par le ministère de l'Environnement pour être étendu à toute la France, dom-tom compris, hein, métropole et dom-tom, et financé à partir de 2017, puisqu'au départ, entre 2010 et 2017, il n'y avait pas de financement nationaux pour les ABC. Et puis, une montée en puissance, en fait, des financements, et en particulier, donc cette année, des financements dédiés importants. Pardon, ça défile un peu vite. Donc, un ABC, c'est quoi? Donc, c'est une démarche qui doit reposer en fait sur trois grands piliers, trois objectifs principaux. La connaissance. Donc, cette connaissance, elle passe par la réalisation d'inventaires
mais surtout, elle passe par un diagnostic et une compilation de toutes les données existantes sur un territoire, de manière à produire par la suite des cartographies à la fois des espèces, des habitats et des enjeux en matière de biodiversité. Cartographies qui seront importantes ensuite pour mettre en place un plan d'action et les intégrer dans les documents d'urbanisme. Ensuite, deuxième objectif principal, la mobilisation, parce que la connaissance ne sert à rien si les acteurs du territoire n'y ont pas accès et ne sont pas sensibilisés à l'intérêt que représente cette connaissance de la biodiversité. Donc, une phase d'animation, de mobilisation de tous les acteurs du territoire est indispensable et elle va passer par voilà, différentes modalités. Et puis, bien sûr, le troisième pilier, c'est la réalisation d'un plan d'action et l'intégration dans les documents d'urbanisme, le cas échéant, évidemment en fonction, bien sûr, du contexte de chaque collectivité. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on a un cadre général, on a des objectifs généraux, et puis derrière, chaque collectivité met en place un projet à sa mesure, en fonction de ce qu'elle a déjà, bien sûr, commencé à faire. Chaque collectivité a déjà des connaissances sur son territoire, a déjà lancé il y a des politiques publiques, évidemment, en matière d'environnement, de biodiversité, il y a déjà des choses qui se font à un niveau variable selon les collectivités. Et le but, là, c'est d'apporter un petit peu un coup de boost à la dynamique en matière de préservation de l'environnement par la collectivité et de lui permettre, par un financement et par un apport méthodologique, d'aller plus loin dans la connaissance, la sensibilisation et l'action. Donc, les grandes étapes, euh, la première étape, c'est la compilation de toutes les données qui existent et la réalisation d'inventaires. Donc, ces inventaires, il va falloir évidemment établir un plan de prospection. Il ne sera pas possible de faire un inventaire exhaustif. Il va falloir choisir les taxons, choisir les milieux sur lesquels les inventaires seront réalisés. Ensuite, enfin, et tout au long de l'ABC, d'ailleurs, c'est pas forcément des étapes qui se suivent les unes les autres, mais qui peuvent être simultanées, en parallèle, hein. La sensibilisation des citoyens doit se faire également en parallèle de la réalisation des inventaires et puis du diagnostic général de l'état du patrimoine naturel sur le territoire. Et au final, la synthèse de tout ça doit permettre de réaliser des cartes et de réaliser un rapport de synthèse sur les enjeux qui ressortent particulièrement sur la commune ou l'intercommunalité. Donc les livrables à la sortie donc, seront un plan d'action qui est un élément clé, un ensemble de données qui aura été collectées pendant les inventaires et qui ont vocation, ces données, à être publiques et donc à être diffusées par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, enfin par le ministère en fait, hein, via ce qu'on appelle l'inventaire national du patrimoine naturel, donc pour que toute commune puisse accéder aux données qu'elle a sur son territoire. Les livrables également, ça va être donc les fameuses cartes, les fameuses cartes d'enjeux, qui pourront, le cas échéant, être intégrées donc, aux documents d'urbanisme. Et puis des rapports, des fiches actions et des livrables plus grand public, en fait, que la commune pourra continuer à utiliser. Ça peut être des panneaux d'exposition, des plaquettes, voilà, des choses qui pourront ensuite être bien sûr réutilisées. Et bien sûr, l'intérêt d'un ABC, alors un ABC, un ABC ou un IBC, c'est une démarche qui comprend une grosse part d'études, mais qui a quand même pour objet de mettre en place derrière des actions. Alors, quelques exemples, j'ai quelques diapositives pour montrer un petit peu concrètement qu'est-ce qui peut être mis en place à la suite d'un ABC. Alors, quelque chose qui est important et auquel on accorde pas mal d'importance, mais qui n'est pas toujours possible, hein, ça dépend vraiment du contexte de la collectivité, c'est l'intégration dans les documents d'urbanisme et potentiellement l'adaptation de certaines zones, l'identification sur le territoire, peut-être de territoires, l'identification sur les territoires de zones qui n'auraient pas été repérées au préalable et qui présenteraient un intérêt particulier en termes de patrimoine et qui méritent du coup d'être identifiées sur le PLU. Ça peut être bien sûr tout ce qui est protection du patrimoine arboré dans le règlement du PLU, par exemple, lors d'OAP, le recours, enfin voilà, la mise en place de labels,
Enfin, voilà, tout ce qui peut être mis en œuvre dans le cadre des documents d'urbanisme et qui pourra s'inspirer, qui pourra donc être alimenté par la démarche d'ABC. Ensuite, un des principaux intérêts aussi, en termes de retour d'expérience des ABC, c'est la légitimisation, pardon, la légitimité plutôt qu'on peut donner aux évolutions des pratiques de gestion des espaces communaux. C'est pas toujours simple de faire comprendre à la population pourquoi est-ce que, aux habitants, pourquoi est-ce que dans le cimetière, on a changé la gestion, on met plus de produits phytosanitaires et puis on végétalise, on met des plantes couvre-sol, il y a un petit peu d'herbes qui poussent, voilà, considérées comme des mauvaises herbes. Pareil pour la gestion des trottoirs, etc. Pour la gestion des espaces verts, la gestion évolue en fait en lien avec l'interdiction des produits phytosanitaires. Et l'ABC permet, via notamment le volet sensibilisation, d'expliquer pourquoi on fait évoluer cette gestion aussi, et puis surtout qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va donner après, une fois que la végétalisation aura été mise en place, pour rassurer quelque part les habitants et puis mieux faire accepter des évolutions pratiques. Voilà, donc d'autres mesures possibles après, donc en termes de conseils de restauration, de milieux naturels, de changement de pratique. Voilà, tout ça, ce sont des conseils qui seront élaborés, enfin des recommandations qui pourront être intégrées à un plan d'action et qui seront élaborées conjointement entre la collectivité et les prestataires qui vont réaliser l'ABC. Parce qu'en fait, la collectivité, évidemment, ne peut pas réaliser en interne, en régie, tout ce travail d'animation, d'inventaire, etc. Il faut aussi des naturalistes, il faut trouver des compétences. Donc, la collectivité doit se rapprocher de partenaires pour le faire. Des partenaires aussi pour tout ce qui est animation, mobilisation des acteurs. Là aussi, certaines structures ont des compétences en matière de sensibilisation à l'environnement et elles viendront donc épauler la collectivité pendant le dispositif sur tout ce qui est sensibilisation, mise en place de protocoles de sciences participatives, par exemple, formation des agents des services communaux, etc. Et bien sûr, après l'ABC, le but est qu'une partie, enfin que cette sensibilisation, bien sûr, elle perdure. Et ça peut être le point de départ, c'est en général le point de départ de la mise en place par exemple, de réseaux, enfin d'un petit comité d'habitants, comment dire, de référents environnement. Ça peut être la mise en place d'événements réguliers, type 24 heures de la biodiversité, ou un petit festival, ou une fête de la nature qui se met en place après d'année en année. Ça peut être une aire éducative mise en place avec l'école, un travail régulier de l'école sur un milieu naturel qui a été identifié pendant l'ABC, par exemple, sur le territoire de la commune. Enfin, voilà, le but, c'est quand même que cette sensibilisation, elle perdure ensuite. Et bien sûr, alors les actions, le plan d'action mis en place à la suite d'un ABC peut être ensuite déposé pour une reconnaissance comme territoire engagé pour la nature, ce qui permet voilà, un accompagnement, notamment par l'Agence régionale de la biodiversité, mais Benjamin va vous expliquer tout ça. Et puis, inversement, la mise en place de territoires engagés pour la nature, si vous êtes décidé de vous lancer donc, dans cette reconnaissance TEN, une des premières étapes peut être le lancement d'un ABC si ça n'a pas été déjà réalisé. Et bien sûr, après une expérience, enfin, voilà, une collectivité qui a de l'expérience et qui a déjà fait beaucoup de choses, peut le valoriser à travers le label Capitale française de la biodiversité, donc qui est un label national. Et donc, il est possible de déposer un dossier pour mettre en valeur les actions mises en place sur la collectivité. Donc, en France, alors là, la carte de France des ABC, vous voyez que alors, sur la région centre, on a 3500 communes donc, ouvertes au niveau national. Sur la région centre, on est à peu près à 300 si on compte les IBC. Là, sur la carte, vous n'avez en fait que les ABC, c'est-à-dire enfin, voilà, les ABC financés par l'OFB. En fait. Si on rajoute les IBC, on peut doubler en fait le nombre d'ABC indiqués sur cette carte. Donc oui, quelques petits éléments sur ce que c'est qu'un ABC aussi. C'est un projet qui peut durer de 2 à 4 ans. Donc cette durée, elle a été rallongée récemment. On peut voilà, mettre en place un projet qui va être financé sur une durée de 4 ans. Et puis, des estimations de coûts, là, on a 48 000 €
pour une commune. Voilà, alors évidemment, ça va diminuer si c'est une intercommunalité qui va permettre voilà, de mutualiser en fait les coûts aussi sur plusieurs communes. Donc là, le coût va baisser. Voilà, c'est simplement un caractère indicateur. Mais c'est très variable dans les faits. Et puis, donc en région centre, on a, donc c'est une particularité en France, il n'y a pas d'autres régions qui ont deux dispositifs quasi identiques, mais qui portent un nom un petit peu différent. Donc c'est Inventaire ou Atlas de biodiversité communale. Et c'est principalement lié en fait au financement, à la source de financement qui est différente. Les IBC étant financés par la région, les ABC par l'État. Et de ce fait, il y a une petite différence. Enfin, on a davantage de financement qui partent vers des dossiers intercommunaux. L'OFB finance plus facilement, jusqu'à présent, en tout cas, en termes de sélection, l'OFB finance plus facilement des projets intercommunaux, la région plus facilement sur des projets, plus facilement sur des projets à l'échelle communale. Mais les deux financements, il est possible aussi de cumuler les deux financements, sachant que les subventions portent sur 80% du projet. Donc, il est tout à fait possible enfin, de faire 50-50 ou 80-20, enfin, d'avoir un financement du coup qui pourra être équilibré entre région et État. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, oui, la mise en place de partenariats est essentielle, donc aussi bien pour la réalisation que pour toute la phase de sensibilisation. Donc là, c'est un exemple de quelques structures qui accompagnent des ABC dans la région. Vous pourrez trouver aussi des ressources clés sur le site professionnel OSB qui est indiqué sur la diapo. Hein. Vous aurez donc via le support, vous pourrez retrouver tous ces liens. Et notamment, par exemple, un guide méthodologique qui explique pas à pas comment mettre en place un ABC. Ça, c'est vraiment le document clé. Vous pourrez retrouver tous les ABC réalisés en France. Vous voyez qu'il y en a beaucoup sur la région centre, malgré tout, quand on met les ABC et les IBC, puisque les IBC sont considérés en fait comme des ABC. Non, vous voyez que notre région est bien pourvue déjà. Il y a une belle dynamique. Et donc, un mot sur les financements, parce que c'est vraiment la bonne année pour lancer un ABC, étant donné qu'au niveau donc, de l'État, on a un financement important pour cette année qui est de 15 millions d'euros à l'échelle nationale et qui est versé à travers le fonds vert, en fait. Donc, c'est la particularité de cette année. Donc, une instruction via le fonds vert et donc le passage par la plateforme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Aide Territoire, qui est donc une plateforme donc, qui rassemble tous les financements possibles pour les collectivités. Et donc, cette année, voilà, c'est vraiment le moment de déposer un projet en continu. Donc, vous avez toute l'année pour déposer le projet, mais sachez que demain, donc, on ferme la première session. On instruit les premiers dossiers qui ont été déposés. Bon, là, il se trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour l'instant, nous n'avons pas de dossier déposé. La prochaine session, ce sera le 1er juin. Voilà, ensuite, on a le 1er septembre. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que pour les sessions de fin d'année, il vaut mieux que l'enveloppe soit quand même en partie consommée, parce que vous avez entendu parler du coup de rabot de Bercy voilà, sur les financements fonds verts. On espère ne pas être touché. Bon, a priori, ce serait vraiment qu'à la marge, mais ça va dépendre aussi de la consommation, enfin, de la vitesse de consommation de l'enveloppe. Donc, c'est vrai que les projets qui seront déposés au 1er juin voilà, sont sûrs d'être financés hein, dès lors qu'ils remplissent à peu près, voilà, dès lors qu'ils remplissent les cases. Il n'y aura pas de sélection, a priori. Pour la fin d'année, ce sera peut-être un petit peu plus tendu. Voilà, et puis pour le montage donc, du projet, vous retrouverez toutes les informations sur la plateforme Aide Territoire, avec en annexe toutes les pièces à joindre. Et puis bien sûr, pour tout contact, donc n'hésitez pas donc à me contacter donc en direction régionale de l'OSB pour toutes les questions pratiques pour le montage du dossier. Voilà, je vous ai mis aussi une petite diapo sur les questions à se poser pour pouvoir mettre en place un ABC. Quels sont les objectifs, où est-ce qu'on en est dans les politiques locales, dans le montage du PLU, voilà, de quoi dispose-t-on déjà, quelles sont les capacités financières, humaines, voilà, pour accompagner. Voilà, et puis surtout, et bien sûr, surtout pour les petites communes, je dirais, se rapprocher assez rapidement de partenaires potentiels en capacité donc de vous accompagner pour mettre en place donc un ABC voilà, de manière générale.
Voilà, je ne vais pas tarder donc à transmettre la suite, donc à passer le relais à Olivier Ducard, donc qui va vous présenter les IBC et donc la particularité plus régionale. Euh, Du voilà, coup, Marine, merci Olivier. moi j'avais chargé enfin j'étais prête à charger ma présentation, mais elle y est, c'est ça, elle y est déjà? Ou pas? Non, tu peux Je peux la partager ton charger? écran. Ok, Oui, tout à parfait. fait. Est-ce que vous l'avez à l'écran? Oui, mais Alors, on a le volet ouais, présentateur. Faudrait que tu inverses les deux écrans. Pour faire ça, faut que tu ailles sur paramètres d'affichage juste au-dessus. donc en haut, Ouais, c'est là, à gauche, de paramètres d'affichage. en haut de ta diapo. Oh, le diapo, ah oui. Mhm. En haut de ta diapo, là, tu as affiché la barre des tâches, paramètres d'affichage, fin du diaporama, quand tu es sur la partie présentateur. Tu le repères, Olivier? Non, je le vois pas là. Je me dépêche. C'est sur la partie présentateur où tu as la diapo présentée et la diapo suivante qui est affichée au-dessus de cette partie-là. Ah Donc, oui, diapositive suivante, ouais, j'y suis. voilà. Et en fait, au-dessus, là, t'as une barre de menu avec trois onglets. Afficher la barre des tâches, paramètres d'affichage, fin du diaporama. Et tu ailles dans paramètres d'affichage. Excusez-nous pour ces soucis techniques. Non, tu trouves pas. Voilà. Là, on voit ta souris. Ouais, Tu es sur la diapositive suivante. Donc, quand tu vas sur la grosse diapositive de ton écran, oui, juste au-dessus, tu as paramètres oui. d'affichage. Voilà. Tu cliques dessus. Oh mince, c'est bizarre. Et normalement, en cliquant dessus, tu as inversé présentation, mode présentateur, je crois. Ouais, tout à l'heure, ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné, non? Bon, je vais le Oui. recommencer, je vais le relancer. Hop. Ouais. Et puis sinon, on laissera comme ça, hein. Parce que tout à l'heure, je l'avais, C'est ouais. pas très grave, hein. Enfin, on voit quand même la diapo principale. Donc. Ou alors, oui, mais non. Comme, ouais. J'allais dire, je reprends ton diaporama, mais comme tu l'as Est-ce que là, modifié c'est en même bon? temps, Est-ce que là, vous l'avez, il vaut là, mieux que ce l'écran? soit la dernière version. Est-ce que c'est mieux? Là, j'ai rechargé, j'ai modifié. Non, Non, il n'y a rien qui Ah, s'affiche. pas rien du tout. ah. Bon, ou sinon, je prends la version que tu m'as transmise. Bah écoute, vas-y. J'ai récupéré. Bon, ok. Je réessaye, attends, je réessaye, hop, dernière Là, c'est fois. parfait. Ah, Là, C'est c'est bon. super. bon? C'est Ok, parfait. Désolé, ouais, Vas-y. désolé. Allez, c'est j'y vais, bon. désolé pour le retard. Donc, je vais vous parler de l'outil inventaire de la biodiversité communale. Euh, alors, c'est vraiment un outil, entre guillemets, à large spectre pour la région, parce qu'il permet en fait le déploiement assez massif de la stratégie régionale pour la biodiversité. Alors, cette stratégie régionale pour la biodiversité, en fait, elle est 2011, elle n'est pas toute récente, mais elle est encore d'actualité, parce elle est pas obsolète. Elle est composée de trois grands axes. C'est les rectangles à gauche. Le premier axe, il est dédié vraiment à l'amélioration des connaissances, naturalistes notamment, sur les espèces végétales, animales, les habitats naturels, et puis l'éducation à l'environnement, la sensibilisation. Donc, en fait, l'outil IBC, sur les trois axes de cette stratégie biodiversité, elle se décline en 12 enjeux et elle répond, en fait, l'outil permet de répondre rien que l'outil permet à lui seul de répondre à 6 enjeux. C'est la colonne de droite, là. Donc, sur l'axe 1, développer les connaissances, en fait, l'IBC va nous permettre effectivement, grâce aux inventaires, d'améliorer les connaissances naturalistes. Je ne reviens pas dessus, Marine l'a dit, puisqu'on on demande aux porteurs de projets, aux bénéficiaires de verser vos données à l'inventaire national du patrimoine naturel, au système d'information. Donc, ça vient bien enrichir, en fait, la base de données nationale.
Ça permet aussi d'actualiser des connaissances sur des espèces où on n'avait plus de traces, où on avait des doutes. Voilà, la cartographie des habitats naturels, c'est également un axe très important sur notre politique d'éducation à l'environnement. D'ailleurs, on l'a appelé éduquer les éco-citoyens. On parlera d'éducation à l'environnement. On parlera également aussi de sciences participatives, d'éducation à l'environnement, tout le travail qu'on peut avoir aussi avec les lycéens. Et puis, cet outil permet également de sensibiliser les élus et les équipes municipales des communes qui vont s'embarquer dans l'aventure. Et puis, c'est un outil également qui nous permet, côté région, nous, d'agir sur l'axe 3, qui est plutôt un axe sur la reconquête des milieux naturels. Puisqu'en fait, dans les préconisations, derrière, in fine, une fois qu'on a fait de la sensibilité, qu'on a la connaissance, l'étape numéro 1, qu'on a sensibilisé, l'étape numéro 3, euh, le coup d'après, c'est vraiment d'agir sur les milieux pour les gérer, les préserver, voire les remettre dans un bon état. Et si effectivement la commune ou le territoire intercommunal est doté de ce qu'on appelle des réservoirs de biodiversité, donc des sites à fort intérêt, avec de forts enjeux de biodiversité, ça permet d'une part de mieux les connaître, pour mieux les protéger. Ça permet également aussi d'agir pour ce qu'on appelle, le terme n'est pas très joli, mais vous le connaissez, la biodiversité ordinaire, donc le bas ce qu'on a en bas de chez soi, dans la rue, ou ce qu'on a, la biodiversité de tous les jours. Et puis également, de recréer ça, c'est un peu l'angle mort de nos politiques, et pourtant c'est essentiel, c'est tout ce qui est les continuités écologiques. Donc, soit les préserver parce qu'elles sont fonctionnelles, ou soit en recréer. Et là, on va pouvoir jouer sur la gestion d'usage en termes de foncier. Donc, en fait, cette connaissance-là, elle est essentielle via l'IBC. Et puis, effectivement, je l'ai mis en bas, mais il y a aussi un lien avec tout ce qui est espèces animales et végétales patrimoniales, donc les espèces à fort enjeu. Et puis, l'inverse, finalement, les espèces exotiques envahissantes, ça va permettre aussi d'affiner les connaissances sur ces espèces exotiques envahissantes. Donc voilà, c'est vraiment un outil à lui seul qui répond, je vous dis, quasiment à la moitié des grands enjeux de la stratégie régionale. Donc c'est d'où l'intérêt pour la région de l'avoir, de le cofinancer et d'être moteur sur cette dynamique. Alors, en termes de réalisation, moi j'ai des chiffres un peu différents de ceux de Marine, parce que là je raisonne en termes de dossiers administratifs qui ont été cofinancés par le conseil régional. Donc là on a 90 fin 2023, 90 IBC. Ce qui est intéressant là dans le chiffre, c'est la dynamique. Vous voyez qu'en une année civile, on est quasiment à 10 dossiers de plus. Donc en fait, le constat, c'est le petit smiley vert là, c'est que la dynamique en Centre-Val-de-Loire, elle est excellente. Et elle est probablement sous-valorisée au niveau national. Donc on est effectivement on est une région effectivement où ça marche très bien, où cet outil est connu, plébiscité, utilisé, et donc ça c'est vraiment super. Marine l'a dit, si on cumule IBC, ABC, on a presque 15% des communes couvertes de la région, et donc ça augmente chaque année. Le constat, c'est qu'il y a une bonne visibilité par d'outils, notamment grâce au travail réalisé par l'ARB. Je rappelle que c'est une condition pour pouvoir prétendre à la labellisation territoire engagé pour la nature. Et puis l'ARB relaie l'intérêt très fort de cet outil auprès de ses différents publics et partenaires. Alors, dans les points à améliorer, c'est le petit smiley orange. Ce qu'on constate, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de petites collectivités locales, de communes, de petites communes, qui s'embarquent dans le projet-là. Alors évidemment, c'est pour des raisons d'ingénierie, de moyens humains. Les petites communes en ont peu ou pas. Mais pas seulement. Finalement, les quelques communes, les villages qu'on va retrouver, systématiquement, ça va être lorsqu'il y a un élu qui est déjà sensibilisé à la question de l'écologie, enfin, écologie au point de vue technique, pas politique, qui est déjà convaincu de l'intérêt de l'outil et qui va du coup le proposer à son équipe municipale. Mais sinon, on retrouve plutôt des collectivités de taille intermédiaire ou des grandes collectivités. On constate aussi sur les IBC que c'est un peu moins utilisé à l'échelle intercommunale. Alors, ça, c'est pas tellement un point d'amélioration, c'est plus un constat, c'est bien et pas bien. C'est L'IBC intercommunal, l'inconvénient éventuel, c'est que le travail sera un peu moins fin qu'un IBC communal. L'avantage énorme, par contre, c'est que les interco ayant une compétence en termes de documents urbanisme, ça pourrait être intégré directement par les équipes en charge de l'urbanisme dans le document. La transposition est plus évidente pour une utilisation opérationnelle, donc ça c'est un gros plus. Ce que j'ai pas mis là, et que moi qui me vient l'idée aussi, que j'y pense là, en point d'amélioration, quand on regarde la cartographie régionale, c'est qu'on n'a quasiment pas d'IBC sur le territoire des parcs naturels régionaux. Alors ça questionne,
Ça questionne parce que sur les PNR, on a quand même des équipes d'experts, de l'ingénierie, et on n'a pas d'IBC, très peu. Alors pourquoi? Bon, est-ce que les PNR, probablement, hein, c'est la réponse, sont mobilisés sur d'autres outils, mais c'est un peu, j'allais dire embêtant, je le dis quand même, mais en tout cas, c'est, voilà, ça se voit, quoi. Voilà, donc il y a une piste, un point d'amélioration. L'autre constat, on l'a un peu dit, puis je vais le dire surtout après, c'est qu'on se rend compte, notamment pour les IBC, que c'est un super boulot, et une fois que c'est fait, ça reste bien souvent sur une étagère d'un bureau, et c'est bien dommage. On a du mal à le... Parce que les IBC actuels, en tout cas tels qu'ils sont conçus dans le cahier des charges de la région, on parle de préconisation, et on parle pas de plan d'action. Du coup, on a du mal à convertir des préconisations un peu il faudrait faire à on les fait, quoi. Du coup, bah, si c'est pas utile, si c'est pas utilisé, alors c'est utilisé, hein, j'exagère, parce qu'il y a de la sensibilisation auprès des scolaires, auprès du grand public, il y a des réunions, et donc voilà, c'est une obligation, c'est fait, mais derrière, en termes de gestion de milieux naturels, en termes de, je sais pas, moi, d'ouvrages impactants pour les passages à faune, ou j'en sais rien, sur ou des milieux naturels qui ont un usage, ou en tout cas, on pourrait modifier l'usage foncier pour avoir une meilleure gestion, bah, puisque c'est ressorti de l'étude, bah, voilà, c'est pas toujours fait. Alors, évidemment, si on est dans une labellisation, enfin une candidature TEN, il y a un plan d'action derrière, mais souvent on constate voilà, on passe pas à l'opérationnel. Et puis, en point d'amélioration, côté région, notre cahier des charges, il est un peu, on peut le dire, un peu obsolète, parce qu'il date de 3-4 ans. Donc on n'a pas cet aspect qualitatif que Marine a pu vous présenter sur les ABC qui sont montés en gamme, en compétences. C'est pas que les IBC sont moins bien, mais c'est en tout cas le rendu. Voilà, on l'a pas réactualisé, mais c'est un chantier qui va être ouvert. Merci Olivier, si tu peux accélérer un petit peu. Ouais, Parce que je me moi, dépêche. c'est vrai que J'ai presque fini. Alors, justement, sur les pistes qu'on a prévu d'améliorer, on a prévu pour homogénéiser les outils entre IBC et ABC de demander une cartographie sur les habitats naturels. On a demandé également, et du coup, ça permettra de pointer les enjeux sur vos territoires, les enjeux, entre guillemets, les hotspots de biodiversité, enfin, les enjeux sur lesquels il faut agir, et d'affiner par le même coup les TVB, les trams verts et bleus. Il va falloir passer à un plan d'action, et plus à de la préconisation. Donc ça, l'idée, c'est de passer sur un plan d'action phasé et graduel. Par quoi on peut commencer? Et puis, l'autre piste d'action, me semble-t-il, c'est de diversifier un peu les formats de sensibilisation pour embarquer les différents publics, parce qu'on est souvent, alors pas toujours, hein, on est souvent quand même dans des réunions publiques, des formats un peu similaires. Ce que je voulais pour terminer, j'ai encore 2 diapos. Ça, c'est la frise chronologique depuis l'adoption de la stratégie régionale biodiversité en 2011 par la région Centre-Val de Loire. La petite révolution, là, c'est la dernière bulle à droite, c'est qu'en 2022 a été adopté en fait une nouvelle génération de contrats régionaux de solidarité territoriale, enfin un nouveau mode de contractualisation avec les territoires. Donc c'est des contractualisations financières pour des différentes thématiques. Et là, depuis 2022, la nouveauté, vous le savez, donc c'est que 10% de l'enveloppe régionale soit dédiée à la biodiversité. Donc c'est quand même, c'est pour ça que je parle de petite révolution, c'est que c'est énorme. Si vous avez un contrat de 10 millions d'euros, voilà, sur 6 ans, bah, vous avez 1 million d'euros dédiés à la biodiversité. Donc ça permet quand même de faire des choses. Et du coup, donc la fiche action qui permet de financer les IBC, mais également les ABC. Les deux sont finançables par la région, les deux outils sont finançables par la région. C'est le cadre 3 qui s'appelle Restauration, préservation et valorisation des écosystèmes. Pour les IBC, on préfère parler d'ingénierie stratégique. Idéalement, il faudrait réfléchir en fait les IBC comme des études préopérationnelles qui permettent derrière de passer à une opération. Du coup, ça permettrait de les valoriser en investissement, puisque c'est là qu'il y a majoritairement de crédits sur les CRST. Le taux d'aide, il est de 80% maximum. Généralement, ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt des associations de protection de la nature et de l'environnement qui réalisent ce travail, parce qu'elles ont une forte expertise. C'est coordonné et chapeauté par France Nature Environnement, FNE Centre-Val de Loire. Ce qu'on vous demande, effectivement, ce qu'on demande aux porteurs de projet, c'est de transmettre les données au SINP, et puis que si le site est couvert par un zonage Natura 2000, d'avoir consulté le DOCOB, pas le DOCOM, le document d'objectif, pour que les préconisations soient conformes au DOCOB. Voilà, donc là, les dépôts se font au fil de l'eau. Il n'y a pas de date butoir pour déposer les dossiers. Il faut se rapprocher de l'agent de développement de son territoire auprès du CR, ou du directeur de pays ou du PETR qui chapeaute le CRST.
pour vérifier s'il y a de la disponibilité sur les enveloppes et après pouvoir déposer un dossier. Voilà, j'ai terminé. Je, je vais prendre la suite sur l'articulation avec le territoire engagé pour la nature. Donc, le sujet a déjà été évoqué, mais pour voilà, repréciser en détail comment ça fonctionne. Donc, le dispositif Territoire engagé pour la nature est un dispositif national initié par le ministère de la Transition écologique Région de France et coordonné au niveau national par l'OFB. Au niveau de ce programme, on retrouve aussi un équivalent sur les entreprises et sur les partenaires, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Je suis à votre disposition si vous voulez en savoir plus. L'objectif de Territoire engagé pour la nature, c'est de faire émerger, reconnaître et valoriser les projets. C'est évidemment la mobilisation des collectivités, mais également leur accompagnement dans l'action. Ça va également être d'engager les collectivités dans des démarches de progrès, d'amélioration continue. Ce qui fait que ce dispositif est ouvert aussi bien aux collectivités qui sont déjà engagées depuis plusieurs années dans des actions en faveur de la biodiversité, mais aussi dans celles qui vont débuter les actions sur ce sujet. Donc on cherche toujours à s'améliorer, à aller plus loin. Et on veut avoir une approche de la biodiversité qui soit transversale à l'ensemble des domaines de compétences des collectivités qui s'engagent, tout cela en cohérence avec l'ensemble des outils et dispositifs politiques existants. Je reviendrai dessus rapidement. On est sur une mise en œuvre régionale du dispositif, c'est-à-dire qu'on a un cadrage national, mais derrière, on a un collectif régional dont vous avez les membres sur la diapo qui vont animer la déclinaison régionale. On va donc avoir des spécificités dans chaque région. En Centre-Val de Loire, la spécificité, c'est notamment le lien aux inventaires et atlas de la biodiversité, j'y reviens. On est à destination des communes et des intercommunalités. Ne sont pas éligibles les syndicats mixtes pays PETR, ni les parcs naturels régionaux, ni les syndicats de rivière. On est vraiment sur les EPCI et les communes. C'est un choix qui a été fait notamment en lien avec les compétences de chacune, où on s'est dit que c'était l'échelle la plus cohérente pour pouvoir porter la dynamique territoire engagé pour la nature. Aujourd'hui, on a déjà 42 collectivités qui sont reconnues. Vous voyez la carte ici. On a une bonne représentation sur l'ensemble de la région. Pour le coup, on va avoir une majorité de communes que 5 EPCI qui sont engagées aujourd'hui. Mais voilà, on a des référents dans tous les territoires, de très bonnes dynamiques on va dire, quasiment partout, un peu plus discrètes sur l'Indre et l'Eure-et-Loir. Mais voilà, n'hésitez pas à parler du dispositif et à vous engager. Voilà. Justement, pourquoi s'engager? L'engagement doit permettre de structurer ses actions en faveur de la biodiversité, notamment à partir d'un inventaire ou d'un atlas de la biodiversité. Et là aussi, j'y reviens, je maintiens un peu de suspense. De bénéficier d'un interlocuteur, souvent ce qui revient, c'est que voilà, on a envie d'agir, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas forcément comment financer. L'idée, c'est d'avoir une porte d'entrée qui vous amène en fait le réseau, qui vous oriente vers les bons interlocuteurs. Donc, c'est toujours avoir une personne qu'on peut aller solliciter pour avoir les réponses à ces questions. C'est également bénéficier du partage d'expérience en rejoignant justement le club des engagés. Ça va être, comme les images qui sont affichées, des temps d'échange, des visites de terrain pour partager les bonnes pratiques et essaimer les actions que chacun peut mener de son côté. Évidemment, c'est une façon aussi de valoriser son engagement et ses actions. L'articulation avec les ABC-IBC, le cœur de mon intervention d'aujourd'hui. On est sur la spécificité du centre Val-de-Loire. Vous n'allez pas retrouver cette spécificité dans les autres régions. Aujourd'hui, pour engager la collectivité euh, dans une démarche d'ABC ou d'IBC, il faut pour les communes qu'elles disposent d'un ABC ou d'un IBC, soit qu'elles s'engagent à le réaliser dans les 3 ans. Ça peut faire partie du plan d'action. Pour une EPCI, ce qui est demandé, ce n'est pas une obligation à réaliser, mais c'est une obligation à mettre en place une animation pour faire connaître ces outils. Vous l'avez remarqué, je pense, au détour des interventions qu'on vient d'avoir. Pour nous, ces deux outils ABC-IBC sont le fondement de la connaissance qui amène à l'action juste, à l'action prioritaire en fonction des enjeux de votre territoire. C'est pour ça qu'on a souhaité, au niveau du collectif régional pour le territoire engagé pour la nature, le rendre aussi important
pour passer à l'action et structurer sa démarche. Donc, pour être sûr de bien être clair dans le message, pour une commune, c'est une obligation soit d'en disposer, soit de s'engager à le réaliser. Pour une EPCI, c'est une obligation à mettre en place une animation, mais une EPCI peut également s'engager dans une démarche intercommunale, évidemment, de réalisation d'un atlas ou d'un inventaire de la biodiversité communale. On fonctionne par un appel à candidature annuel, c'est-à-dire du 15 juin au 15 décembre, le dossier est accessible. Il vous permet d'avoir 6 mois pour travailler en interne à vos services, en transversal, je me répète, mais c'est important. Évidemment, l'élu thématique, le référent thématique, souvent dans le service environnement ou biodiversité ou espace vert, mais aussi avec les questions d'urbanisme, avec les questions de gestion de bâti, avec les questions évidemment d'animation citoyenne, mobilisation des habitants. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue transversale et c'est aussi 6 mois pour pouvoir associer des partenaires à la construction de son plan d'action. Et voilà, vous déposez, et derrière, il y a une instruction qui est réalisée par le jury régional constitué des membres du collectif que vous avez vu tout à l'heure. Je ne fais pas plus long aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir des informations sur Territoire engagé, je vous mets le lien comment dire, dans le chat pour en savoir plus. Et je me tiens évidemment à votre disposition. Mais voilà, en synthèse, l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est voilà, vous dire que les territoires engagés est évidemment lié avec les IBC ABC dans une continuité comme Marine l'a évoqué. Euh, donc, faut y aller. Il y a de l'argent aujourd'hui sur ces outils. Il y a de l'argent pour mettre en œuvre les actions derrière. On a présenté évidemment les 10% du CRST, mais il y a aussi le fonds vert, il y a aussi les crédits agences de l'eau ou encore des départements qui peuvent financer des actions concrètes. Donc, il est temps de passer à l'action pour la biodiversité. Je m'arrête là et je passe la parole donc à la suite. Donc, je crois Allô, que allô, c'est Benjamin pour. Oui, ou Marine? Est-ce qu'il est oui. possible de faire une petite remarque et une question à votre troisième interlocuteur? Je suis maire d'un petit village de 202 habitants et en Eure-et-Loire. Et en fait, la géographie est telle que ça s'appelle la Saucelle. Euh, Notre territoire est traversé d'ouest en est par deux affluents de l'Eure et l'Eure qui, elle, circule de sud vers le nord, vers la Seine. Et en plus, on a donc, outre les bassins versants, un massif forestier qui est celui du Perche, qui occupe un tiers Euh, le tiers ouest du département. Alors, le oui, problème qu'on a, ouais. c'est que quand on dit que la bonne échelle pour un territoire engagé pour la nature, c'est un groupement de communes, ça, j'en doute pas un instant. Il se trouve que d'abord, premièrement, j'ai appris, mais je ne savais pas que les communautés de communes ne sont pas des collectivités locales au sens juridique du terme. Ça, j'ai appris ça avec l'Association des maires ruraux de France, je ne le savais pas. Donc, il faut se méfier Monsieur Pénil, Mais oui, je vous prie. excusez-moi, nous sommes un peu, enfin, en matière de temps, on voudrait pas trop dépasser 1h30 D'accord. pour l'ensemble des C'est juste que participants qui la sont là. Comcom, c'est pas forcément le bon regroupement. Peut-être qu'il y a des regroupements plus judicieux au niveau géographique par rapport à la nature, c'est tout. D'accord, d'accord. Donc, Oui, c'est une remarque, c'est ça, hein? C'est une remarque pour Bassin dire que, versant, rivière, d'accord, forêt, lisière, etc. Et voilà, d'accord, c'était ok. tout. D'accord, très Merci. bien, merci. et effectivement, pour apporter un élément de réponse, non, c'est simplement basé sur une limite administrative et des compétences, notamment la compétence urbanisme, qui est beaucoup plus maintenant portée à l'échelle des EPCI. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, Marine l'a évoqué, l'importance aussi de protéger les espaces à enjeu dans les documents d'urbain. C'est pour ça que le choix a été fait sur ces deux échelles. Mais voilà, après, tout est discutable et je comprends aussi l'entrée bassin versant pour les thématiques de l'eau. Mais voilà, à un moment donné, il faut statuer pour donner de la clarté. Mais là, voilà, on va laisser la parole tout de suite à la communauté de communes Val d'Amboise pour qu'elle présente son retour d'expérience. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous vous proposons donc une présentation à deux voix. Donc la présentation a été faite auparavant par Madame Colombet. Donc je suis Philippe Degnaud, vice-président à la communauté de communes du Val d'Amboise, en charge des transitions énergétiques et écologiques, environnement, PSAET et GEMAPI. Donc voilà un vaste champ d'action. Et puis donc Et Thomas Boucard, chargé de mission transition écologique à la communauté de communes du Val d'Amboise. voilà, qui est plus qu'un simple chargé de mission, mais un porteur convaincu de la démarche. Alors, en présentation, donc notre territoire, hein, puisque je pense qu'on a tous des territoires différents, mais
Nous, la particularité, peut-être comme certains d'entre vous, c'est qu'on a un territoire totalement traversé par un fleuve magique qui s'appelle le fleuve Loire et qui est fort connu des naturalistes. Donc, nous sommes sur un territoire qui couvre 14 communes pour une population de 28 000 habitants, avec donc nos principales entités paysagères, bien sûr la Loire, donc, comme je viens de le dire, et puis des matrices agricoles, donc au nord et au sud, alors surtout au nord avec des plaines céréalières en grande partie, et puis au sud de la forêt d'Amboise, qui est une forêt assez vaste. Euh, Indépendamment donc de la connaissance de notre territoire ou de la présentation de notre territoire, nous ne sommes pas partis de rien. Nous sommes partis d'un ensemble de données. Alors ces données, notamment autour de ce qui avait pu être observé sur la Loire, hein, sur l'axe ligérien. Donc à peu près déjà 130 000 données. C'était donc une base extrêmement importante pour partir sur un travail de connaissance plus approfondie de notre territoire. On avait des enjeux donc de biodiversité déjà connus, donc avec les directives Habitat Oiseaux, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de niveau 1 et 2, et un site conservatoire d'espaces naturels. Alors pourquoi un ABC? Pourquoi nous sommes lancés dans la démarche? Je pense que voilà, on fait tous le même constat, hein, c'est un constat que nous partageons. Donc c'est avec l'accélération du rythme d'extinction des espèces faunistiques et floristique. Alors, on vous a donné juste deux petits exemples là. On a un catalogue extrêmement complet de ce qu'on a pu observer au bout de nos 2 ans d'Atlas de la biodiversité. Donc, je ne m'arrête pas sur ces deux espèces-là, mais voilà, ça attire également notre attention sur des espèces qui deviennent rares ou en danger critique d'extinction, dont la volonté finalement de mieux connaître notre territoire pour les préserver. Et puis, il y avait une volonté locale hein, qui était surtout une volonté publique, donc d'agir pour mieux protéger la biodiversité. On est tous engagés, je pense, et tous présents aujourd'hui parce que nous en avons conscience. Donc, une volonté de plusieurs communes. Alors, auparavant, plusieurs communes avaient émis le souhait d'engager un inventaire. On ne parlait pas d'atlas, hein, d'inventaire de la biodiversité. Et puis, donc, le rôle fédérateur de la CCDA jouait voilà, jouer complètement en se disant peut-être que l'échelle du territoire était plus pertinente. Alors, je ne sais pas si je fais une réponse au monsieur qui est intervenu juste avant pour savoir si l'échelle Comcom est la bonne. On va pouvoir vous dire que pour nous, par la suite, elle était la bonne échelle. Et puis, donc, il y avait déjà des projets communaux qui étaient inscrits au contrat régional de transition écologique. Donc, ça faisait lien effectivement avec notre volonté de démarche en faveur de la biodiversité. Et puis, on a trouvé que, voilà, ce que je viens de dire, que notre échelle était tout à fait pertinente. Notre première étape, c'était de mieux connaître le patrimoine naturel. On sait très bien qu'on a une connaissance que très parcellaire sur le sujet et encore peut-être moins sur nos territoires locaux, au plus près de nous, pensant que la biodiversité, c'est un problème peut-être mondial, avec des espèces très emblématiques qu'on pourrait constater sous d'autres latitudes, mais qu'au plus près de nous, on a tout à fait intérêt à avoir cette connaissance assez fine. Et puis donc l'opportunité, c'était l'appel à projet de l'ABC par l'Office français de la biodiversité dans le cadre de France Relance, du financement qui pouvait donc accompagner votre démarche pour la réalisation. Alors nous, on ne dit pas un ABC, hein, on dit un ABIC parce que c'est intercommunal, donc sur l'ensemble de notre territoire. Concrètement, comment s'est passée la mise en place de notre ABIC? Du coup, sur 2 années, Monsieur Degnaud l'a dit. On est loin d'avoir travaillé seul. En accord avec les communes, le portage a été assuré par la communauté de communes, comme le disait Monsieur Degnaud. On est allé chercher les subventions auprès de l'OFB et de la région via le CRST. Donc, on a obtenu des financements à hauteur de 80% de l'étude, dont le coût est affiché là. Donc là, c'est le coût TTC, c'était 213 000 hors taxe. Ça vous donne une idée de l'ampleur. C'était pour les 14 communes. Donc on a travaillé étroitement avec les 14 communes. Très tôt, en amont du lancement des inventaires, il a été décidé que soient désignés des référents dans chaque commune. Des référents élus, mais pas forcément. Aussi des habitants, des représentants d'associations locales éventuellement,
qui en fait ont été des vrais relais de la démarche au niveau communal. C'est des personnes qui ont été qu'on a mis en contact en direct avec les associations qui ont réalisé les inventaires, qui ont pris part aux inventaires à certains moments, qui ont permis la mise en place du volet animation, qui ont permis de faciliter le contact avec les propriétaires quand il y avait besoin de se rendre sur des propriétés pour faire les inventaires. Voilà, ça a été un vrai relais au niveau local et ça a vraiment contribué à la réussite de notre démarche. Il y a eu bien sûr le groupement d'études. Nous, c'est 5 structures qui se sont groupées pour répondre au marché Atlas de biodiversité. Donc, on a la chance d'avoir travaillé avec finalement les 5 structures en mesure de réaliser un atlas dans le département, dont l'antenne de la LBO au niveau régional, le CPIE, la CEPANT, Codalis et le Géré Nature. Et puis, bien sûr, au fil du temps du déroulé de l'Atlas, on a développé des partenariats avec d'autres acteurs du territoire qui ont soit amené de la donnée, soit ont contribué à créer des animations avec nous, à communiquer, etc. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Ouais. On l'a dit. Pardon Thomas, est-ce que tu peux mettre en grand format ta diapo, tu sais, c'est en pas allant en dans grand format, paramètres pardon. d'affichage et ouais, ça sera mieux pour la lisibilité, je pense. Je n'avais pas vu. Enfin, j'étais pas sûr. Attends, je Ouais, sais. tout tu sais, en haut, enfin, paramètres d'affichage. Oui, mais alors en fait, je Non, pense Ah oui, on le qu'on voit. a le même, on le voit pas. on a le même Ah problème oui, que Olivier tout à l'heure, c'est qu'on ne le voit pas en fait, paramètres d'affichage. ok, ok. Donc, je sais pas si je Je sais pas relance. pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est là, écran peut-être? Non, ça va pas faire. Je ne sais pas du coup. Désolé. Masquer le mode présentateur, peut-être, je Ouais, viens de voir. masquer le mode présentateur là quand tu as fait Ah, C'était là. tu viens de faire ça, oui, essaye ça. Euh, ah oui, peut-être en faisant comme C'est ça. mieux. Oui, Attendez, ça charge, je crois. d'accord. Voilà, on verra mieux parce qu'il y a pas mal de choses voilà, sur la diapo. Et... Ouais, J'ai plus de. les diapos sont assez riches, donc Oui, Ça ne fonctionne. Là, vous voyez tout, y compris le. Oui, on voit le bord, la colonne sur le bord. Ouais, sauf que j'arrive pas. Il veut pas me Sinon, prendre. là, c'est normal parce que en haut, tu as utilisé le mode présentateur. Il faut que tu cliques dessus pour l'enlever. Ok. Attends. Juste en dessous. ah oui, Et le- ensuite, utiliser faut, le mode rel- présentateur. faut relancer la présentation et tu as un petit icône qui dit reprendre. Voilà, là, reprendre le diaporama. prendre le diaporama. Tout ça. Là. Ah, Voilà. c'est ça. Normalement, ça devrait revenir. Ok. Il n'y a pas vite. Oh, mince. Désolée pour ces petits. Ouais, pardon, je suis pas très doué avec ces outils-là. On s'est pourtant entraîné, hein. Mais on n'est jamais à l'abri de. Non, c'est pas ça. Mais je sais pas, ça a pas l'air de revenir. Dans ce cas-là, refais enfin, clique à partir du début Ouais. et Et ça revient pas du tout là. Non. Parce que faudrait décocher à droite dans la barre des tâches, il y a utiliser le mode présentateur. Si tu décoches ça, peut-être que. À droite dans la Tu sais, barre des- dans la barre des tâches, là, tu vas sous rechercher des outils adaptés, là, sous le. Il y a Ouais. utiliser le mode présentateur, peut-être qu'il faut décocher ça. Est-ce que si j'inverse, parce que non. Ouais, mais là, c'est parce que ça cache, là. C'est ça. Ouais. Je vois pas où est utilisé le mode. Non. c'est pas grave, repartez Bon. là-dessus, allez à la J'arrête le diapositive. partage, je recommence peut-être? Non. Non, je pense que oui, ou on peut repartir là-dessus, ouais. Arrête et reprends. Mais là, on Ouais. est en train de perdre du temps, Oui, pardon. malheureusement. Non, mais Euh, c'est pas grave, c'est des c'est que j'ai soucis deux techniques. écrans. Si ça se trouve, si je mets ça. Là, c'est Ah, super. parfait. Nickel. Ouais, d'accord. C'est Parfait. parce qu'en fait, c'était sur mon autre écran. Ok, Tu peux désolé, autant reprendre. pour moi. On poursuit du coup. Est-ce que ça va marcher si je fais ça? Ah oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Du coup, comme on disait, donc la démarche s'est déroulée sur 2 années. Elle s'est déclinée en 4 volets, conformément au cahier des charges ABC. Donc le volet 1, on en a déjà parlé, c'était
de voir ce qu'il y avait déjà sur le territoire. Donc, en fait, les associations ont fait remonter qu'il y avait un jeu de plus de 100 000 données, je crois qu'on disait 130 000 tout à l'heure, sur le territoire existante. Et donc, le premier travail, ça a été de croiser ces données, de les analyser pour faire ressortir les zones qui étaient déjà très prospectées, comme la Loire, et les zones qui étaient sous-prospectées et qui peut-être méritaient d'être inventoriées davantage. Ça, c'est un travail qu'a fait le groupement en sollicitant aussi d'autres acteurs qui créent beaucoup de données, comme le Conservatoire botanique national du bassin parisien. Le deuxième volet, c'était le gros poste de notre atlas avec la mobilisation, c'était les inventaires. Il y a eu plus de 200 jours, je crois, d'inventaires, analyse des données, cartographie et rédaction. Euh, Ils ont été réalisés en grande majorité par les 5 structures du groupement qui se sont réparties les communes en 2 phases. Ça a été réalisé en 2 phases, cette commune puis cette commune. Et aussi les groupes d'espèces inventoriées. Il y avait 9 groupes qu'on a décidé d'inventorier. Mais aussi, on a essayé de faire contribuer un maximum de personnes, dont les propriétaires privés, puisqu'il a été fait le choix de sélectionner aussi des sites privés pour les inventaires. J'y reviendrai juste après sur la manière dont ça s'est fait. Les habitants, bien sûr, à travers différentes contributions, des campagnes participatives, des journées d'inventaire participatif, notamment. Les établissements scolaires et notamment le lycée viticole d'Amboise avec lequel il y a eu un partenariat plus poussé avec une classe qui a pu réaliser des inventaires sur le site du lycée. Et puis les référents communaux, bien sûr, qui ont apporté, qui ont participé aux inventaires parfois. Sur le mode de sélection des sites, en fait, on a croisé le travail du volet 1 réalisé par le groupement, donc c'est-à-dire l'étude des données existantes et le fait d'avoir fait ressortir des zones prospectées ou sous-prospectées, et un travail qu'on a demandé aux référents communaux qu'on avait désignés de sélectionner de leur côté des sites qu'ils aimeraient voir inventoriés pour telle ou telle raison. Et ensuite, lors d'ateliers de travail en commun, on a croisé ces différentes volontés, l'expertise des naturalistes et les souhaits des collectivités, pour faire ressortir une carte des sites présélectionnés pour les inventaires. Il se trouve qu'il y a eu 194 sites sélectionnés qui ont été validés en comité de pilotage tel quel. Il n'y a pas eu de modification de la liste. Le troisième volet, c'était les préconisations de gestion. Les autres intervenants en ont parlé. C'est le volet important, c'est ce qui va nous permettre de passer à l'opérationnel aussi. Ça a pris la forme de fiches, j'y reviendrai un petit peu après, de différentes fiches sur les sites inventoriés, sur les espèces remarquables et sur les habitats remarquables. Toutes les fiches ont été rédigées par le groupement d'études. Et puis un volet que les élus ont souhaité important dès le début, c'est le volet sensibilisation et communication pour lequel on avait aussi un nombre de jours important dans le cadre du marché, ce qui nous a permis de développer différents formats et différentes façons de s'adresser au public. Là, pour le coup, c'était le groupement d'études qui assurait une grande partie des animations. Mais on a aussi développé des partenariats avec, d'une part, les communes, qui nous ont beaucoup aidés pour la mise en place des animations. Les établissements scolaires du territoire, il y avait de mémoire entre 20 et 25 jours d'animation pour les écoles, ce qui nous permettait de faire à peu près une animation par école sur le territoire. On a créé un partenariat avec des dessinateurs locaux qui habitent sur le territoire, qui nous ont fait des petites bandes dessinées que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook notamment. Euh, et puis les médias avec lesquels on travaille et qui ont beaucoup relayé la démarche et ont fait plusieurs articles sur le sujet. Et enfin, les élus avaient fait le choix d'une ligne budgétaire pour la réalisation de vidéos. Donc, on a 4 petites vidéos de présentation de la démarche et de ses résultats qui ont été créées, réalisées par InVivo et qui sont aussi visionnables sur notre page Facebook. Si on passe concrètement aux résultats, donc les résultats de la classe, on voit sur ce graphique que grâce au travail d'inventaire sur 2 ans assez intense, il y a eu un boom, un pic
des données traitées sur le territoire, des données d'observation sur le territoire. Euh, donc, il y a eu, si on ajoute aux 100 000, je pense qu'il y a une erreur avec les 130 000 au début du diapo, c'est plutôt 100 000 effectivement, à peu près, on a 103 000, on ajoute 24 000 données qui ont été collectées pendant les 2 ans, ce qui est assez remarquable sur une durée aussi courte. Donc, ça a vraiment permis d'actualiser la connaissance de la biodiversité pardon, sur le territoire et des enjeux. Ça a permis du coup, donc pour chaque site d'inventaire qui au final ont été plus ou moins 200, hein, puisqu'il y a des sites qui n'ont finalement pas été inventoriés pour X raisons et d'autres qui ont été ajoutés au fil des prospections. Donc sur ces 200 sites, tous ces sites ont été qualifiés avec un niveau d'enjeu en fonction des observations qui avaient été faites et un niveau de priorisation aussi qu'on retrouve dans les fiches qui ont un caractère plus opérationnel. En tout, on a 44 habitats identifiés, dont 8 qui sont remarquables, 1827 espèces identifiées, dont plusieurs centaines étaient connues mais n'avaient jamais été répertoriées officiellement dans les bases de données sur le territoire, et des dizaines de sites à enjeu, je le disais, qui vont du très rouge, donc enjeu très fort, à vert, enjeu faible. Les diapos mettent un peu de temps à passer, oui. Les enjeux de conservation dans les grandes lignes qui ressortent, les principaux enjeux, c'est conserver et restaurer les habitats et en priorité les habitats remarquables, qui sont souvent des prairies humides, des pelouses sèches ou des pelouses calcaires, etc. Bien sûr, restaurer les continuités écologiques et en particulier, certains corridors ont été ciblés. Il y a des manques de connexion entre la Loire et le nord et la Loire et le sud, le massif d'Amboise. Et puis, bien sûr, en termes d'aménagement du territoire, c'est acquérir le réflexe de prendre en compte systématiquement, maintenant qu'on a la connaissance, les enjeux de biodiversité dans tous les aménagements qui sont réalisés. On l'a dit, plusieurs animations sur le territoire. Au total, on a réussi à toucher plus de 1200 personnes avec nos différents formats. Je remets les chiffres là, je vais pas les détailler, mais on avait 1000 paquets, si on peut le dire comme ça, sur la sensibilisation. Il y a eu aussi, on peut le souligner, des formations techniques avec l'appui des associations du groupement envers les agents des collectivités et les élus. Et puis, on avait aussi une émission de radio mensuelle sur une radio locale pour parler de la classe au fur et à mesure. En termes de rendu, ça se compose d'un rapport d'études de 240 cartes, puisqu'on a fait la demande était d'avoir des cartes pour la CC, mais aussi pour chaque commune. Donc, chaque commune a son jeu de cartes par espèce et par enjeu. 252 fiches de préconisation, je le disais, des fiches sur les sites, les habitats, les espèces et des fiches spécifiques qui sont des fiches techniques sur créer et entretenir une mare, sur entretien d'une haie, sur entretien des bords de route, etc., qui peuvent être multidiffusées. L'ensemble des données a été numérisé, bien sûr. On a plusieurs centaines de photos et 4 vidéos, je le disais. Et on a aussi, grâce à la CEPANT, pu développer un outil cartographique qui s'appelle l'ISMA, qui est en ligne et qui permet à tout à chacun d'accéder, de visualiser l'ensemble des données collectées pendant la classe. Le lien est là, je pourrais vous le remettre aussi dans le chat. Voilà. Et puis alors, tout ce travail a été, à notre grand plaisir et grande fierté, récompensé le 13 décembre dernier à Montpellier, donc où l'Office français de la biodiversité nous a récompensé dans la catégorie connaître, lors de ses premiers trophées des ABC. Alors, je ne sais pas si c'est parce que nous étions précurseurs à l'échelle intercommunale en région Centre-Val de Loire, ou c'est parce que nous étions au bon moment ou bien accompagnés par l'OFB et puis la région Centre. Toujours est-il que voilà, notre action a été récompensée. Je me permets de vous montrer voilà, le beau trophée que nous avons rapporté au Val d'Amboise et qui fait effectivement la fierté des élus et de la population puisque nous avons bien communiqué sur le sujet aussi. On remercie d'ailleurs tous ceux qui ont reconnu la démarche. Et pour vous dire peut-être à l'occasion que, alors, même s'il n'y a pas derrière une reconnaissance ou un trophée, vous avez tout intérêt à vous engager quand même dans cette démarche-là, parce que là, c'est la parole de l'élu.
la biodiversité, c'est peut-être le sujet qui peut embarquer le plus facilement élus et population sur un thème consensuel donc, et d'avenir. Et ces enjeux-là peuvent être très facilement partagés à partir du moment où on est convaincu, nous, à la base, et qu'on se donne les moyens de développer notre politique en faveur de la biodiversité. C'était mon petit message politique, mais je pouvais pas ne pas le dire. On avait aussi prévu une petite diapo avec ce qui pour nous à représenter des opportunités et des points de vigilance qui peuvent, j'espère, vous être utiles. Monsieur Degnaud le disait à l'instant, le sujet biodiversité, on a très vite vu que c'était un sujet porteur parce que concret, en fait, c'est un sujet qui parle aux gens et surtout c'est un sujet sur lequel, si on agit, on peut avoir des résultats très vite. Tout le monde a un jardin, enfin tout le monde. La plupart des gens ici, en tout cas, ont un jardin ou un balcon et en fait, il est très facile de mettre des petites choses en place et d'avoir des résultats, de voir des choses. Et ça, c'est un vrai vecteur, un vrai levier pour l'action et pour sensibiliser. On vous encourage aussi nous, ce qui a marché pour nous, c'est nous appuyer sur les acteurs locaux. Je le disais, on a été rechercher un petit peu qui faisait quoi sur le territoire et qui pouvait nous accompagner pour la classe, que ce soit pour les inventaires ou la mobilisation. Euh, et ça, ça a été un vrai plus parce que il y a des associations qui existent au niveau local et qui sont tout à fait partants pour participer et se faire connaître aussi à travers ça. Donc c'est un fonctionnement donnant-donnant qui marche bien. Et puis on peut pas réaliser un projet comme celui-là tout seul. Donc on a besoin de relais locaux. Euh, sur les inventaires sur les sites privés, qui a été un petit peu pas la partie la plus simple de notre atlas, ce choix, il était important, mais il a été plus ou moins simple. Oui, je le disais. On a envoyé des courriers à tous les propriétaires identifiés. Euh, Beaucoup n'ont pas répondu. Voilà, le point positif, c'est que ça permet d'avoir des inventaires plus complets, d'aller là où on n'aurait pas pu aller, où on n'aurait pas été sans cette initiative. Le problème, c'est qu'il est difficile de solliciter les propriétaires. Nous, on a croisé avec le cadastre qui n'est pas à jour, qui n'est pas assez régulièrement mis à jour, je ne sais pas comment le dire. Euh, voilà, on avait beaucoup d'adresses qui n'étaient pas, qui sont soit inconnues ou autres, et donc on a eu que entre guillemets 150 retours sur les plus de 600 courriers envoyés. Voilà, donc c'est un plus pour la démarche, d'autant que les personnes qui ont répondu, on a maintenant leurs coordonnées et quand elles nous ont autorisé à le faire, on pourra les recontacter et leur envoyer directement les fiches, etc. Mais c'est quand même très chronophage et complexe. Par contre, ce qui existe, ce qu'on a su nous un peu après, ce qui est pas grave, mais c'est un outil dont vous pouvez vous saisir, c'est qu'a priori, il est possible de demander un arrêté préfectoral pour permettre de faciliter les inventaires sur les sites privés. Mais peut-être que Marine pourra en toucher deux mots. Euh, sur l'animation, on vous conseille, on vous encourage à dégager un petit peu de budget pour prévoir les imprévus. Nous, c'est ce qui nous a permis de faire par exemple des mini-bandes dessinées, de créer d'autres animations qui n'étaient pas prévues initialement. Saisir des opportunités, ça permet de toucher d'autres personnes de façon différente et ça a bien marché pour nous. Sur l'animation en général, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, mais le fait de sortir un peu de la réunion publique complètement descendante, qui ne fonctionne pas. Nous, nos réunions publiques, je crois qu'elles ont bien fonctionné parce qu'on avait une autre proposition que simplement une présentation. On associait toujours des animations, bon, un petit verre de l'amitié, évidemment, mais voilà, une animation, une projection, un quiz, des jeux, une sortie, quelque chose pour toute la famille et ça a marché dans notre cas. Par ailleurs, on avait demandé à ce qu'il y ait une animation de créée par commune, donc 14 animations. Et l'idée, c'était que ces animations, ces stands, se passent pendant des événements existants pour toucher un autre public, un public qui est peut-être moins sensible au sujet. Euh, Ça a plus ou moins marché parce qu'on n'a pas, pour l'instant, je pense que c'est la réponse, on n'a pas vraiment de produit d'appel, entre guillemets,
d'animation ou de stand qui soit vraiment pédagogique. Et je pense qu'il faut prévoir les choses en amont et développer, vraiment prendre le temps de développer une proposition forte, quelque chose qui fasse venir les gens et qui les intéresse pour ensuite les intéresser au sujet et pouvoir les sensibiliser. Et surtout, un autre point de vigilance, parce que nous, on a un peu souffert sur la fin, c'est ne pas sous-estimer le temps consacré à la coordination de l'étude. Alors, nous, d'autant plus que c'était une grosse machine avec 5 associations et 30 référents communaux, c'était un petit peu complexe à mener parfois. Mais donc, il y a beaucoup de temps nécessaire d'échange, en fait, qui sont obligatoires pour que ça fonctionne. Et finalement, pas mal de temps aussi d'analyse et de rédaction pour que les livrables soient aboutis et utilisables par les communes et par les gestionnaires d'espaces naturels. On va Voilà. faire vite, hein, puisque si on veut laisser un petit peu de temps d'échange, hein, et on a dit 15h30. Donc moi, très très rapidement, bien, tout ça, bon, pour reprendre un peu ce qu'avait dit Monsieur Ducard, une étude de ce niveau-là, de cette qualité-là, n'a pas vocation à rester au fond d'un tiroir. Donc il y a une véritable volonté de donner une suite. Nous avons délibéré donc en conseil communautaire pour s'engager sur un plan sur les années à venir, donc sur le thème de la biodiversité avec une unanimité vraiment parfaite, une unanimité. Et puis donc, nous travaillons d'ores et déjà sur l'approbation d'un plan d'action, donc sur le travail. Donc, on se donne l'année 2024 et pour approuver ce plan d'action en 2025. Et puis candidater, ça a été expliqué tout à l'heure, la finalité, candidater au dispositif de reconnaissance territoire engagé pour la nature. Voilà. Cette diapo résume en fait tout ce qu'on a dit. La classe s'est terminée en 2023. On passe à la suite, comme le disait M. Digno, pour candidater à Athènes en 2025. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. À vous pour le témoignage, n'hésitez pas, il n'y a pas énormément de questions, il y a plus des félicitations dans le chat par rapport à la démarche que vous avez menée au niveau de la Comcom du Val d'Amboise. Mais Merci. n'hésitez pas à mettre vos questions. On est revenu sur finalement les questions de financement. Est-ce que tu veux repréciser les choses, Marine, le temps que des questions arrivent dans le chat? Je voulais remercier beaucoup Thomas et Philippe. Effectivement, le travail était remarquable, aussi bien sur le plan inventaire et connaissance que sur le plan mobilisation, avec des animations qui ont bien fonctionné, des soirées de restitution ou de lancement, enfin, des soirées publiques qui ont plutôt bien fonctionné, et puis la diversité en fait des supports aussi, radio, presse, site internet, enfin voilà, d'utiliser vraiment différents supports pour toucher davantage de public, et c'est assez remarquable sur ce projet-là. Donc voilà, bravo. Donc n'hésitez pas hein, pour les questions, soit dans le chat, soit en levant la main. Et puis peut-être, alors concernant effectivement la question sur les financements, effectivement, c'est 80% de subventions publiques et les 20% restants en autofinancement hein, sur tous les projets que j'ai vu passer, en tout cas. Est-ce que je ne sais pas si ça répond à toute la question? Il y avait un volet aussi peut-être éligibilité sinon. L'éligibilité, oui, donc tout est détaillé. Alors, j'ai pas fait de diapo spécifique effectivement sur les dépenses éligibles. Évidemment, ne sont pas éligibles les dépenses des employés de la collectivité, hein, mais tout ce qui est lié vraiment au projet, aux animations, aux inventaires, voilà, toutes les dépenses liées au projet sont bien sûr éligibles. Voilà. Alors, par rapport à la région, par contre, je ne sais pas s'il y a des différences. On n'a pas regardé ça de plus près entre l'éligibilité des dépenses côté région et côté État. Voilà. Donc, je ne sais pas si Olivier veut apporter un complément sur ces aspects financement. C'est assez similaire. La petite difficulté qu'on a, nous, c'est qu'effectivement, alors, la difficulté, le constat, c'est que les crédits CRST, c'est très très majoritairement de l'investissement. Donc les IBC, c'est du fonctionnement. Donc du coup, il y a
l'enveloppe est moindre. Bon, voilà. Après, la nature de la dépense, ça peut être une prestation externalisée auprès d'un bureau d'études, ou ça peut être parce qu'on appelle ça en régie, mais c'est confié plutôt à ce que je disais tout à l'heure, à des associations expertes au niveau départemental. Donc les deux sont possibles et sont éligibles. Voilà. La petite alerte qu'on a, nous, c'est par rapport aux enveloppes entre l'investissement et le fonctionnement dans le cadre des CRST. Il y a une question D'accord. de Hélène Servan-Massé. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, C'est vous me tout bon, voyez? Oui, c'est c'est tout tout bon. bon. Oui, moi j'avais une question par rapport au zonage pertinent et pour revenir à ce que disait monsieur tout à l'heure et au fait qu'effectivement les ABC ou les EBC c'est échelle communale ou intercommunale. Néanmoins, dans la présentation qui a été faite, il y a quand même des zonages de prospection qui ont été définis parce qu'effectivement on ne peut pas aller partout. Et est-ce que du coup, on peut quand même imaginer que s'il y a une pertinence liée, bon, je sais pas, monsieur parlait de lisière de forêt, moi je pense à des pelouses sèches par exemple, qui vont être à cheval sur plusieurs communes et qui sont des zones à enjeu, notamment qu'on a déjà repérées dans les trames vertes et bleues. Euh, voilà, est-ce qu'on peut quand même dire, on met l'accent sur ces zones-là et le reste du territoire, on sera prospecté, mais peut-être de moindre ampleur. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Ou il faut avoir vraiment une approche sur l'ensemble du territoire communal? Alors oui, bonne question. Effectivement, c'est toute la partie, l'étape qui s'appelle donc la définition du plan de prospection, qui consiste à voir aussi sur quelle taxon on va travailler, c'est-à-dire sur quelles espèces, hein, parce on peut pas tout étudier non plus. Donc, en fait, il y a on peut jouer en fait sur ces deux curseurs. Le curseur territoire, enfin, quelle portion de territoire on choisit, et puis le curseur aussi, nombre d'inventaires qu'on va faire. Est-ce qu'on va voilà, s'intéresser aux oiseaux, aux mammifères, insectes, si on va dans les insectes, voilà, combien de groupes aussi. Enfin, ça peut être très important si on veut étudier toutes les espèces, même sur un petit territoire de quelques hectares, ça peut prendre énormément de temps si on veut vraiment voir tout. Par contre, on peut se concentrer, comme l'a fait par exemple le Grand Chambord, la communauté de communes du Grand Chambord, sur Aglopolis aussi. Ils ont choisi de s'intéresser principalement aux oiseaux, mammifères, chiroptères, amphibiens. Donc voilà, ils ont vraiment fait un choix, et les flores quand même. Ils ont fait un choix assez restrictif finalement, mais orienté parce que, alors pourquoi les chiroptères? Parce qu'ils voulaient travailler sur la pollution lumineuse. Pourquoi les amphibiens? Parce que l'idée c'était de travailler plus sur les mares, les zones humides. Donc voilà, le choix des taxons a été défini par rapport déjà à un objectif de l'ABC, parce qu'effectivement on ne peut pas tout étudier partout, donc il faut faire des choix. Et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ces choix en fonction des compétences de la collectivité et de ce qu'on va réellement pouvoir mettre en œuvre derrière. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il est pertinent d'aller presque systématiquement sur tous les espaces communaux à enjeu, parce que communaux et intercommunaux, hein, parce que la collectivité, que ce soit l'interco ou la commune, elle a forcément une responsabilité, elle a une possibilité d'action sur ces espaces-là, donc ils sont presque incontournables, je dirais, dans le plan de prospection. Et après, pour tout ce qui est du domaine privé, voilà, là, ça va intégrer pas mal de paramètres, hein. Déjà, la perception par les propriétaires privés, leur perception des ABC. Il y a des régions où c'est plus facile que d'autres. Il y a des portions de territoire où c'est plus facile que d'autres d'aller sur des propriétés privées. Tout dépend comment elles sont exploitées, hein, bien sûr, forêt, champs, enfin voilà, euh, ou autres. Et puis, de l'intérêt de ces milieux aussi. Alors, ça suppose une analyse avant quand même sur les enjeux de la collectivité. Est-ce que on est sur une commune, par exemple, on a des gros enjeux, je ne sais pas, sur les cours d'eau, par exemple, ou sur les étangs, ou sur les milieux aquatiques globalement. Et dans ce cas, on va malgré tout essayer d'aller plus sur ces milieux-là, quitte à faire effectivement pas mal de courriers et démarcher les propriétaires, essayer de travailler avec eux, sachant que derrière, ce sont les propriétaires qui vont mettre en œuvre les actions. Donc, on a vraiment intérêt à les associer de toute façon dès le départ. Mais c'est vrai qu'un projet d'ABC, l'avantage, c'est que c'est très souple. On peut y mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. L'inconvénient, c'est que ça laisse une grande liberté et que qui dit choix dit voilà, faire des choix, c'est renoncer aussi. Il faut choisir en fonction de ses objectifs.
vers quel milieu on va s'orienter, pour quelles raisons, enfin, pourquoi ces milieux nous intéressent et est-ce qu'on va pouvoir y faire quelque chose, parce qu'au final, si on s'aperçoit qu'on n'a aucune prise, aucune possibilité de faire évoluer les pratiques ou de changer les choses sur un milieu, c'est pas nécessaire d'y consacrer une énergie folle en termes d'inventaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas l'indiquer dans le rapport, hein, de se dire, ben voilà, on a des super milieux, a priori forestiers ou autres, mais on n'a pas la possibilité d'agir dessus, de changer les pratiques. Simplement, on va le mettre dans le rapport quand même parce que voilà, on a tant de données, on sait qu'on a des espèces protégées, peut-être soumises à des plans nationaux d'action. Voilà, donc on sait qu'on a cette connaissance-là, mais on ne va pas l'approfondir parce qu'on sait qu'on ne pourra pas agir dessus. Voilà, j'espère vous avoir apporté une réponse la plus complète possible. Si Tout je à te fait. résume Et, en une phrase, c'est ça dépend du contexte et de la connaissance déjà disponible. C'est ça, Marine? Pour Du dire en une contexte, phrase. je rajouterai autre chose. Ça dépend aussi et c'est important, ça dépend des objectifs qu'on se fixe. Et ça dépend même, une quatrième chose, des prérogatives de la collectivité. Est-ce que c'est une commune, une interco? Est-ce qu'elle a un PLU en cours? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'elle a comme possibilité d'action derrière? Donc ça, c'est un point Ok. important. Merci pour la synthèse en une phrase. voilà. Et du coup, j'avais une dernière petite question qui me revient. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà peut-être commencer à aborder dans la candidature ou finalement, c'est au cours du processus que ça va enfin, la méthodologie au cours de l'ABC ou de l'IBC qui va le déterminer ou il faut déjà potentiellement l'avoir en tête au moment de la candidature? Alors, c'est préférable de l'avoir en tête au moment de la candidature et de l'inscrire dans le dossier, en fait, le plus possible, de définir le plus précisément possible le projet. Après, bien sûr, au fil voilà, de la mise en place, il y a des surprises aussi. Enfin voilà, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Puis on peut découvrir des choses au fil des inventaires et des partenariats aussi qui peuvent se tisser. Donc, on sait que dans le déroulé d'un ABC, on voit au fil des étapes des choses qui peuvent changer par rapport au projet initial. Donc ça, c'est tout à fait, voilà, c'est la vraie vie et effectivement, souvent les projets peuvent s'affiner ou voire même le plan d'action, il peut vraiment émerger à la suite de l'ABC aussi. L'objectif, ça peut être, on peut partir, enfin voilà, simplement de l'idée de dire on va faire une compilation des connaissances et puis l'objectif, c'est vraiment de définir le plan d'action en fonction de ce qu'on aura trouvé. D'accord. Très bien, merci. Il y avait Élodie Joliveau qui souhaitait prendre la parole. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, C'est bon, très bien. parfait. J'avais une question pour la communauté de communes Laval d'Amboise par rapport au... Parce que du coup, vous avez missionné... Enfin, il y a 5 structures qui ont été retenues de mémoire et je voulais savoir comment vous aviez fait par rapport au marché public, aux règles de concurrence, etc. Parce que du coup, ça nous pose question parce que 5 prestataires, c'est quand même important. Donc, voilà. Merci. En fait, les 5 prestataires étaient regroupés. Ils ont candidaté ensemble. C'était un groupement. Et pour la petite anecdote, on peut le dire, je pense que c'est les seuls qui ont répondu, en fait. Parce que, euh, parce que comme on était dans le cadre de France Relance à l'époque, on avait un délai qui était court. Il fallait que notre atlas soit entièrement terminé au 31 août 2023. Et donc, pour faire un ABC sur 14 communes en 2 ans à peu près, c'est très court et c'était le seul moyen pour eux de répondre, c'est-à-dire de se grouper et de massifier en fait les moyens humains. Et donc, ils ont candidaté en groupe et on les a retenus dans le cadre d'un marché classique. Je suis pas expert sur la question, c'est plutôt mes collègues, mais enfin, voilà, il y a pas de différence. On n'a pas, c'était pas en lot ou autre chose. Chaque prestataire n'avait pas un contrat, c'était global. Alors, c'était pas facile après pour suivre finalement un groupe de 5 associations, mais ça s'est avéré être une richesse parce que chacun, avec leurs particularités et leur domaine d'action, ont pu être complémentaires et offrir finalement un travail d'expertise et d'analyse extrêmement intéressant pour nous. Donc, effectivement, ça se produira peut-être pas sur tous les territoires dans cette configuration, mais au final, c'est un plus. Et puis, pour répondre à la question de Monsieur Polino, je pense, de Chartres Métropole, sur la façon d'embarquer 14 communes. Effectivement, les communes restent libres
de s'engager ou pas. Là, c'était mon travail principal en début de démarche, c'est-à-dire que je connaissais trois, quatre communes qui avaient, elles, leur propre projet et qui étaient intéressées par des inventaires communaux, mais c'était de faire comprendre que finalement, d'une thématique biodiversité, on passait vraiment sur une prise de conscience d'enjeu et peut-être un projet, l'intégration de la biodiversité dans un projet de territoire. Et là, c'est intéressant de se poser la question dès le départ de la dimension qu'on veut donner à la démarche, ce qui fait qu'on peut embarquer le plus de personnes possible, mais c'est se dire déjà de penser à la suite, et la suite, c'est sur les documents d'urbanisme qui vont évoluer en fonction d'un certain nombre de préconisations, mais c'est également carrément le projet de territoire qui va tenir compte de tout ce travail et de toute notre projection en la matière. C'est Ce qu'on peut peut-être préciser aussi, qui a été un petit levier, c'est qu'on n'a pas, il n'y a pas eu de demande de participation financière de la part des communes. C'est la CC qui a pris en charge voilà. le reste à charge à 100%. Ouais, dans la continuité de votre retour, Monsieur Degnaud, c'était la question sur le document d'urbanisme. Vous aviez déjà un document intercommunal, c'était un projet. Voilà, donc vous aviez déjà une habitude de travail finalement, de travailler sur un projet de territoire à l'échelle des 14 communes. On avait élaboré notre plan local d'urbanisme intercommunal depuis février 2020, effectivement, avec un PADD qui était celui de 2020, qui doit évoluer, dans lequel on va pouvoir intégrer un certain nombre de notions issues de notre travail d'ABC. Oui, tout à fait. J'avais une question pour l'aspect marché public. Est-ce que votre cahier des charges pourrait être communicable, celui du lancement? Oui, bien sûr. On l'a déjà Ouais, communiqué à certaines collectivités, il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr. parfait, merci. Dans ce cas-là, n'hésite pas à me l'envoyer, Thomas, on pourra le mettre aussi en ressources. Et pour compléter sur l'aspect des groupements, on a le commentaire pour la Société herpétologique de Touraine qui s'associe souvent à la CEPANT aussi dans la réalisation de leurs inventaires sur la Touraine. Donc voilà, c'est des habitudes des associations souvent à se regrouper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main si besoin. Il n'y en a pas, Marine, je te propose de conclure. Faut que tu rouvres ton micro.